Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Petit débrief de l'été, hein, avec en débardeur. Petit débrief hebdomadaire. On va aborder deux sujets. Le premier sujet, on va parler de la France insoumise et des rififi ou du rififi, je sais pas si c'est au singulier ou au pluriel rififi, à la France insoumise. Et dans un second temps, on parlera de ce dont Macron a parlé en Conseil des ministres et de ce fameux, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup parlé en fin de semaine. Il a parlé de processus de décivilisation. Donc on essaiera voilà, de se Ça fait positionner, peur. voilà, ça fait un peu peur, de Mmh. se positionner par rapport à ce terme. Mais d'abord, la France insoumise, peut-être vas-y, explique les enjeux, les tenants, les aboutissants, là où on en est à la France insoumise. Oui, bah, à la France insoumise, on va dire que c'est un peu la même histoire qui se prolonge et qui a rebondi cette semaine avec la réorganisation du groupe de la France insoumise au Parlement. On pourrait croire que c'est un petit phénomène, mais en fait c'est assez important parce que quand même c'est très central, le groupe des parlementaires de la France insoumise. Et donc ils ont décidé de redéfinir leur groupe et donc qui était euh, à la présidence finalement de leur groupe. Et eh bien, ça s'est traduit de nouveau par le départ de Alexis Corbière et de Clémentine Autain. Dire qu'ils ont été jetés dehors, ça serait trop dire, je pense. Euh, c'est surtout qu'ils ne sont pas désirés, qu'ils n'ont pas de fonction et que Et qui s'estime que le bureau, c'est pas un espace où, c'est voilà, pas l'espace où ça se passe. voilà, c'est ça. C'est Hum. qu'en fait, les choses continuent de se décider à la France insoumise de façon euh, un peu extérieure au culte et que c'est de façon très théorisée maintenant. On a eu un petit rebondissement également de cette affaire avec l'affaire gauche éco-socialiste. En fait, c'est le groupe Les Insoumis, comment ça s'appelait? Ensemble insoumis. Ensemble Insoumis, oui. Ensemble, vous vous souvenez peut-être, c'était le parti qui rassemblait des communistes unitaires, des gens issus du NPA, des alternatives, des écologistes, au moment du front de gauche. Hum. Donc c'était un rassemblement de tout un tas de composantes alternatives qui n'étaient ni le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, ni le parti communiste à l'époque de Marie-Georges Buffet. C'était Clémentine Autain qui en était un peu la figure emblématique, hein. Et dans ce groupe, une partie a fini par prendre la décision d'entrer dans la France insoumise. Et donc c'est ce groupe qui est rentré dans la France insoumise, qui s'appelait Ensemble insoumis, qui a changé de nom, s'est installé comme une organisation politique et même, prétend-il, un courant à l'intérieur de la France insoumise. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce Là, qu'ils ont pas fait? voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, ils contreviennent au principe à l'intérieur de la France insoumise de ne pas avoir de courant. Donc du coup, en fait, cette question, c'est toujours la même, c'est où les choses se décident et même auparavant, où se discutent-elles. Et en ce moment, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a quand même quelques questions qui sont posées au plan politique et qui mériterait un peu d'échange et un peu d'organisation de la discussion. Est-ce que ça doit être sous la forme de courant? On peut se poser la question, c'est pas certain que ce soit la meilleure des formes, mais en tout état de cause, le fait que les courants ce soit pas le truc génial ne peut pas conduire à pas de Hum. discussion. Parce que les problèmes qui se posent à l'ensemble de la gauche et à la France insoumise en particulier dans ses choix stratégiques sont quand même assez lourds. On sort on est dans un moment social qui ne se traduit pas par une poussée de la gauche politique et même, on va dire, par des contestations assez fortes de la stratégie qui a été celle choisie par les insoumis pendant cette bataille sur les retraites et par des tensions vives à l'intérieur de la NUPES. Hum. Et ces tensions qui se traduisent par exemple par le fait que, pour l'instant, l'idée d'une liste commune aux élections européennes est mal engagée, on va dire. Hum. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, Voilà. Et ça rebondit de sondage en sondage. Alors Hum. celui du jour, c'était l'IFOP, je crois, qui testait un peu est-ce que vous pourriez voter pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Marine Le Pen.
et on se rend compte qu'on arrive à un niveau de gens qui disent en aucun cas je ne voterai pour Jean-Luc Mélenchon, très élevé et beaucoup plus élevé que pour Marine Le Pen. Ce qui est quand même une question. Ça veut dire qu'on est devant quelque chose qui est en train de se crisper, et si on regarde à l'intérieur même du sondage, on voit que en dehors des électeurs qui se définissent comme proches de la France insoumise, tous les autres électorats de gauche, socialistes, écologistes et communistes, disent en aucun cas je ne voterai pour Jean-Luc Mélenchon. Donc ça commence à faire un peu un faisceau de problèmes politiques qui devraient au moins conduire à une discussion au sein de la France insoumise sur le bilan de ce qui vient d'être fait, de l'année qui vient de s'écouler, sur la NUPES et sur la perspective à venir. C'est-à-dire, comment on envisage la suite de l'histoire. Pour l'instant, cette discussion n'est pas ouverte, et je pense que c'est ça qui est à la base de la crispation à l'intérieur de la FI. Moi, je voudrais revenir sur la question des courants, parce que c'est pas forcément évident pour les gens de savoir pourquoi est-ce que la direction de la France insoumise, notamment Manuel Bompard, a dit non, non, pas de courant. Il faut savoir que la notion de courant, c'est un truc qui existe dans certains partis, qui a notamment existé de façon exemplaire au Parti socialiste, qui était constitué, et ça existe encore exactement. Mais on va dire que les gens de la France insoumise, et je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, il a fait l'expérience en fait de cette vie en courant dans une gauche, et même au-delà de ça, dans une gauche plurielle. Parce qu'en fait, ce qui avait été proposé au moment dans les années 70, 80, etc., au Parti socialiste, et 90 et jusqu'à maintenant, c'est bon, alors, il y a les sociolibéraux, il y a les socialistes pur jus première gauche, il y a ceux de la seconde gauche, etc. Bon, comment est-ce que tout ça on va faire vivre? Eh ben, ce qui était proposé par la direction du Parti socialiste, c'est bah t'as qu'à faire un courant. Donc chacun faisait un courant. Donc il y avait Henri Emmanuelli qui faisait un courant, il y avait Dominique Strauss-Kahn qui faisait un courant, chacun faisait son petit courant, et puis ensuite, à certains moments de la vie du parti, il faisait des votes, et puis il y avait un courant qui l'emportait sur l'autre, il trouvait des compromis sur certains sujets, etc. Sauf que ça a quand même un désavantage, je pense, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon et de la direction de la France insoumise, c'est que d'une part, ça nécessite quand même des manœuvres et enfin, je veux dire, c'est un paquebot en fait à faire tourner, parce qu'une fois que le truc a été voté, par exemple en, je sais pas, admettons là tu fais un vote en 2024 sur certains sujets, en 2023 pardon, sur certains sujets, bah, si en 2025 ou 26, et ben pour des raisons stratégiques et tactiques, il faut changer son braquet sur le sujet, comme tu as eu le vote en 2023, normalement celui-là t'oblige. Donc t'es bloqué, donc voilà. Et je pense que ça fait chier Jean-Luc Mélenchon, pour le dire très clairement, de passer par ce genre de choses. Néanmoins, ça avait une force, c'était que ça permettait la coexistence au sein d'une même famille, en l'occurrence la famille socialiste, de gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux. Aujourd'hui, à la France insoumise, c'est l'inverse en fait qui est proposé. C'est, pour faire partie de la France insoumise, il faut que tout le monde soit raccord sur tous les sujets. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont énormément de mal à accepter en leur sein la possibilité d'existence de gens qui disent bah écoutez, vous avez une part de vérité, mais nous voilà, on a une autre proposition à faire. Ce n'est pas envisageable. Et c'est d'ailleurs, moi je l'extrapole parce que le Parti socialiste avait fait la proposition de gauche plurielle avec Lionel Jospin. Enfin, en tout cas, il s'était mis d'accord avec d'autres partis de gauche pour faire la gauche plurielle. Précisément parce que ils savaient comment faire vivre le Parti socialiste en courant, donc ils se sont dit bon, on va faire la même chose à l'échelle de la gauche. Là, Jean-Luc Mélenchon, il sait pas faire de courant, il sait pas faire le dialogue et le compromis à l'intérieur de sa propre famille politique. Donc, je vois pas pourquoi il saurait faire au niveau de la Nupes. Et c'est pour ça que du coup, les autres, bah, je parle notamment de Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste, bah, ils sont pas d'accord parce que ils n'arrivent pas. Il y a pas de réflexion, il n'y a pas de construction en profondeur de ce rapport en fait entre les individus. Et on va voir ce qui va se passer avec la gauche éco-socialiste, puisque Hendrik Davy a été convoqué, enfin en tout cas il va y avoir un dialogue entre le député Hendrik Davy qui fait partie de la gauche éco-socialiste, a été convoqué entre guillemets, enfin en tout cas il y aura un dialogue avec Manuel Bompard, puisque Manuel Bompard a dit dans Le Monde, a affirmé au Monde que l'appartenance à la France insoumise de Hendrik Davy et des membres de la gauche éco-socialiste était remise en question. Donc ça va quand même très très loin, ça peut aller jusqu'à l'exclusion, même si je sais pas trop ce que ça veut dire être exclu de la France insoumise. Donc
voilà, toutes ces questions en fait se posent. Elles montrent que moi, on est avec Catherine, on revient souvent à ce que nous avait dit Raquel Garrido dans une midinale en décembre, qui avait dit le problème de la France insoumise, c'est que c'est une machine de guerre en période électorale, mais on ne sait pas quoi en faire. Enfin, en tout cas, elle montre toutes ses limites, la France insoumise. En période entre deux élections. Et je rebondis aussi sur une autre midinale que j'ai faite cette semaine de Fabien Perrier, qui expliquait, lui, en parlant de Syriza, et La notamment Grèce, en ouais, Grèce, les élections pardon, en des Grèce. élections en Grèce, où il y a eu un relatif échec de Syriza, qui espérait arriver en premier et qui est arrivé très très loin derrière, à 20%, alors que le parti de droite est à 41%. Et il disait, le problème de Syriza, qui est un peu similaire à celui de la France insoumise, c'est qu'il n'a pas réussi à passer de la forme mouvement à la forme partie de masse. Et que, en fait, au bout d'un moment, la forme mouvement, elle s'épuise aussi. Et que là, maintenant, ça fait près de 8 ans que c'est un mouvement avec un chef, avec des décisions voilà, qui sont prises on sait pas où. Ça marche pendant 2, 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans. Mais en fait, au bout d'un moment, les gens sont là-bas, mais on aimerait bien discuter, on aimerait bien savoir où les décisions se prennent, etc. Donc, il y a aussi les problèmes actuels à la France insoumise. Ils parlent aussi de ça, en fait, de militants insoumis. On n'a pas parlé de la lettre de 300 membres de la France insoumise, notamment des responsables de groupes d'action, etc., qui ont dit stop, là, nous, on aimerait bien qu'il y ait la possibilité de discuter stratégie, de discuter de fond, etc. Et aujourd'hui, on ne sait pas où ça se passe. Donc, tout ça, voilà, il va falloir que là, mais je pense que peut-être qu'elle va le faire, hein, peut-être que la France insoumise va se rendre compte devant le précipice, devant les problèmes en fait auxquels ils sont confrontés. Voilà, un changement de braquet et dire bon bah maintenant on se pose, on va rediscuter. J'en suis pas certain, mais ça peut arriver. Hein. Ils nous ont montré de par le passé que mine de rien, dans leur mobilité et dans leur versatilité, ils sont aussi capables de faire des choses qui sont intéressantes et qui vont dans le bon sens. Oui, enfin, ils sont capables de bouger. Ils sont capables de bouger Dans très tous les rapidement, sens. C'est-à-dire, exactement. tout à fait. En 2008, on se souvient que Jean-Luc Mélenchon avait créé un parti de gauche, et puis qu'après, il a dit non, non, mais de parti, je ne veux plus rien, et je fais faire un mouvement. Et la gauche, il s'en est moqué en la traitant de gauche avec un O, avec plein de O, avec des accents circonflexes. Donc, en 2008, ce qui était la vérité absolue, incontestable, moi je me souviens d'une discussion avec Jean-Luc Mélenchon et avec Martelly, où il nous disait à Roger et moi que nous étions des mouvementistes. C'est-à-dire que lui était pour la forme partie et que nous on était, parce qu'on était des mouvementistes. Donc, comme quoi, la vérité d'hier, voilà, exactement. ça évolue. Mais ce que je crois, c'est que le problème qui est posé là, c'est qu'on est devant une difficulté vraiment à percevoir la situation, et donc c'est pas un problème simplement de savoir où ça se passe, et c'est pas simplement un problème de vouloir participer. C'est une aspiration irrépressible, hein, de vouloir participer, être respecté, etc., pour tout le monde, et donc dans le travail, dans la vie personnelle et dans la vie militante, c'est évident. Mais c'est plus que ça, c'est que aussi là, en ce moment, s'il n'y a pas cette réflexion collective, je ne vois pas comment on va trouver la réponse, toute la gauche et la France insoumise en particulier. S'il n'y a pas de discussion collective, il n'y a pas d'issue à la difficulté d'abord de compréhension et d'appréhension de la réalité, et à partir de là de pouvoir dégager une perspective. Et ce que je pense, c'est que je pense vraiment que Mélenchon ne croit pas à ça. Il pense qu'il va s'emmerder, et d'ailleurs il l'avait dit, ceux qui peuvent le regarder, la première conférence qu'il avait fait au moment des législatives cette année, là en 2022, en juin 2022, quand il réunit juste après l'élection du groupe des 75 députés, il fait une conférence au siège du POI. On l'avait relevé à l'époque. Le Parti ouvrier indépendant. Oui, enfin donc ce qui est le parti qui a été son parti initialement, et qui maintenant, dont le secrétaire général, ou je ne sais pas comment il s'appelle, enfin bref, fait partie de députés de la France insoumise. Et donc il fait une conférence à l'intérieur de ce bâtiment, et il explique qu'on ne va pas s'embêter avec les vieux barbons. On ne va pas faire des assemblées départementales dans lesquelles on va s'ennuyer avec les 10 vieux cons, en gros, qui vont venir prendre la parole et monopoliser la parole, etc. Donc, je vois bien de quoi il parle. Hein. Ce que je veux dire, c'est que pour avoir passé quelques années dans lesquelles on voit bien qu'il y a eu un problème
de ceux qui sont aguerris à la parole et qui la prennent tout le temps. Ce sont des gens qui sont généralement assez âgés, ce sont généralement des hommes qui ressemblent un peu au profil de Jean-Luc en fait finalement, mais qui monopolisent la parole et qui un peu emmerdent tout le monde. Même chose dans les boucles de mail. Oui. Moi, je suis dans des boucles de mails très politiques. Et c'est vrai que les retraités qui te font des mails d'à peu près 800 pages, où toi, tu essayes de répondre, tu fais 2 paragraphes, t'es content, et eux, ils te répondent parce qu'ils ont tout le temps, toute la journée, et ils te font 800 pages. C'est vrai que c'est compliqué. Non, mais c'est certain que tout ça est assez difficile. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que Mélenchon l'avait dit très clairement en juin, je ne veux pas de ça. Et franchement, les raisons qui font qu'il ne veut pas de ça ne sont pas toutes absurdes. Néanmoins, je ne vois pas comment on s'en sort. Et surtout, ce qui me semble qui est problématique, c'est que la réponse pour moi, c'est pas d'abord, c'est un peu comme le débat sur nos institutions, c'est que certes, elles sont pas terribles par exemple, l'élection au suffrage universel du président de la République engendre des tas de conséquences très néfastes, mais l'essentiel, c'est quand même dans quel esprit, comment on travaille à partir de ces institutions. On voit bien qu'Emmanuel Macron en fait une lecture extrêmement autoritaire et qu'il tord tout dans un certain sens. Bon, moi, ce que je trouve, c'est qu'en ce moment, à la France Insoumise, par exemple, c'est une organisation, Manu Bompard nous a dit l'autre jour, j'ai écouté sur BFM, il a dit qu'il y avait 360 000 adhérents, enfin 360 000 militants à la France Insoumise. Donc c'est un mouvement où personne n'adhère, mais on est militant. Mais par contre, on est viré. On n'a pas adhéré, mais par contre, on peut se faire virer de la France Insoumise. C'est quand même assez exceptionnel comme truc. Tu n'adhères pas, mais tu peux quand même te faire éjecter. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à un certain nombre de groupes d'action. Il y a un article qui est sorti hier sur ce qui se passe dans le Nord, où Adrien Quatennens reprend toute sa place. Et les groupes d'action qui ne conviennent pas à la direction, puisque pour être un groupe d'action de la France Insoumise, il faut être validé par le national. Et donc le national ferme des groupes d'action et donc ne leur permet plus d'accéder aux informations, de participer aux réunions, etc. etc. Donc il y a un problème de culture politique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème d'organisation des formes d'organisation du débat, c'est encore faut-il penser que d'organiser ce débat, c'est utile, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse dans les situations présentes. Et je pense que ce n'est pas ce que pensent Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard et quelques autres. Affaire à suivre. Deuxième sujet, Emmanuel Macron qui, en Conseil des ministres, parle de processus de décivilisation en parlant de la France. Donc, on n'en sait pas énormément puisque c'est un propos rapporté en Conseil des ministres, hein, c'était pas filmé, etc. Mais c'est Véran qui en a parlé, non ? Et c'est Véran, mais après ils ont été obligés de se justifier. Du coup, tous les députés macronistes, le gouvernement, il leur a été posé la question dans la journée, notamment en conseil, immédiatement après, exactement, en question au gouvernement. Qu'est-ce que t'as compris de ce terme en fait, parce que le terme fait polémique, notamment dans son interprétation et notamment à gauche, parce que en gros, bon, je vais me lancer. Parce que moi j'ai un scoop. En fait, Pablo il sait tout. Je dessous des cartes sur d'où vient l'origine de ce terme. Vas-y, dis-nous Pablo. Non, mais je me fais que le rapporteur de ce que certains intellectuels ont dit. En gros, vous avez deux façons d'envisager le mot. Soit vous dites, c'est le mot de Renaud Camus, c'est-à-dire un penseur de l'extrême droite qui, lorsqu'il l'utilise, fait référence... C'est lui qui a théorisé le grand remplacement, exactement. Donc bien sûr, ces termes sont cousins, en fait. Et ils sont aussi cousins d'un autre terme qui est le terme d'ensauvagement. Donc voilà, tout ça... c'est le même espace exactement, mental. C'est le même espace mental d'extrême droite. Et puis vous en avez d'autres, alors qui sont... qui font la proposition et qui disent, en fait, des civilisations, on peut le trouver chez des penseurs comme Norbert Elias ou Hannah Arendt. Enfin,
en fait, on trouve plutôt l'inverse, on trouve le processus de civilisation. La façon dont Norbert Elias définit ce processus de civilisation, il le définit autour de deux critères, de deux dynamiques. D'une part, la construction de l'État moderne, et d'autre part, l'accroissement, on va dire, des interdépendances entre les personnes et les groupes sociaux. Et en fait, à ce titre, c'est assez intéressant de regarder notre société et de se dire, est-ce qu'on n'est pas dans une période à la fois de contraction de l'État moderne, hein, quand on voit toutes les attaques aux services publics, etc., et d'autre part, de dépendance moindre, en fait, entre les groupes sociaux. C'est-à-dire Oui, de ségrégation, de ségrégation, d'éclatement, en exactement, fait. de ségrégation sociale. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait imaginer que ça pourrait valider. Alors, le problème, c'est que, moi, j'ai expliqué ça sur le plateau de BFM notamment, et le lendemain matin, Edoui Plenel a fait un tweet en disant ceux qui disent que ça vient de Norbert Elias, c'est du n'importe quoi, c'est de la fake news, etc. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron ne pense qu'à Renaud Camus lorsqu'il utilise le processus de civilisation, de décivilisation. Et je suis assez d'accord avec Edoui Plenel, c'est-à-dire que nous on peut ergoter en fait dans notre coin sur Norbert Elias et d'autres. Le seul problème c'est que comment est-ce que c'est entendu? Qu'est-ce que les gens entendent lorsqu'ils entendent décivilisation? Bien en fait ils cherchent les boucs émissaires, c'est-à-dire qui sont les décivilisés. Alors là, ils commencent à faire des listes. Moi, je les ai vus sur Twitter. Ah bah les décivilisés, c'est les violents, c'est l'ultra-gauche, c'est les musulmans radicalisés, etc. Et en fait, ils construisent une société, ils clivent la société de manière complètement conne, enfin genre, et de manière excessivement problématique. Donc je pense il faut peser. Et d'ailleurs, le fait que aujourd'hui ça soit compliqué, j'en parlais avec Roger Martelly tout à l'heure, que en fait, on ne puisse pas vraiment utiliser le terme de processus de civilisation ni processus de décivilisation, montre bien que aujourd'hui, dans la bataille culturelle, la gauche est relativement faible. C'est-à-dire que moi, demain, si je retourne à la télévision face à des gens de droite, je me sens pas d'utiliser ce terme. Parce que je sais très bien, en fait, ce que les gens vont comprendre et que aujourd'hui, on n'est pas maître de la définition de certains mots. Il y a certains mots qui nous ont été volés. Le mot de civilisation, par exemple, ou de décivilisation. Moi, je pense que, bon, bah, c'est à l'extrême droite et, genre, aujourd'hui, on n'est pas capable de mener la bataille de la définition sur ce sujet. Moi, je suis plus perplexe sur ça. D'abord, ce que je pense, c'est que je trouve ça quand même fort de café, un président de la République qui est au pouvoir depuis 6 ans en tant que chef de l'État et qu'il était auparavant, qui soit là à constater un processus de décivilisation. Mais mon pote, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vois? Non, mais je veux dire, il est quand même pas un commentateur, il n'est pas un sociologue qui regarde la société. Il est un homme en responsabilité et laquelle. Donc ça, je trouve ça quand même un peu inadmissible. La deuxième chose, c'est que je pense que ça doit se contester. C'est-à-dire que quand on a parlé d'ensauvagement, euh, on doit contester le diagnostic qui est posé. C'est-à-dire que je ne crois pas que nous soyons dans un moment dans lequel qu'on puisse unilatéralement caractériser par décivilisationner. C'est-à-dire que, par exemple, la question des relations entre les femmes et les hommes, la question des relations entre les enfants et les adultes, sont des rapports qui ont beaucoup changé et qui se sont plutôt civilisés. On ne fout plus de baffe, ni à sa femme, ni à son enfant. Tous ces rapports qui étaient des rapports de domination violents sont maintenant devenus inadmissibles. La violence a reculé dans son acceptation. Donc je ne suis pas d'accord avec la caractérisation qui est faite de ce processus de décivilisation. D'ailleurs, je trouve que Emmanuel Macron, qui en fait des caisses et des wagons sur les 3 jeunes policiers qui ont été malheureusement tués dans un accident de voiture par une voiture qui est venue en contresens, c'est super dramatique. Ce n'est en aucun cas le signe de la décivilisation. Et un barjot qui vient tuer une infirmière, je veux dire, c'est dramatique, mais ça n'est pas symptomatique. C'est-à-dire que les gens qui sont complètement fous,
symptomatique probablement de la crise de la psychiatrie en France, mais pas de la décivilisation. Donc moi, je pense qu'il faut absolument ne pas accepter ce point de vue, parce que c'est un point de vue qui est, comme tu dis, c'est dans une sphère qui nous met du côté du déclin, du côté de la peur, ça nous empêche. C'est marrant parce que tu lis immédiatement décivilisation et violence. Oui. Moi, je l'ai pas lié. Hein. Moi, je pense que c'est lié. Je pense qu'en effet, quand tu disais tout à l'heure, c'est lié à ensauvagement, par exemple, ou à grand remplacement, je pense que c'est vraiment un ensemble intellectuel qui est cohérent, qui fonctionne ensemble et qui joue sur et la peur et la montée de la violence, qui est analysée comme telle. Alors que moi, je crois qu'on est dans ce sens, quand tu fais référence à Norbert Elias, je ne sais pas du tout si Macron avait ça en tête ou pas, mais en tout cas, moi je trouve que ça aide à penser les choses, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que c'est que les processus de civilisation? Ce sont des processus qui permettent de faire reculer la violence. Moi je crois que c'est fondamental cette question-là, de faire reculer la violence et d'augmenter l'acceptation de l'altérité, de l'autre, du dialogue, de l'esprit démocratique. Ça me paraît être un processus de civilisation. Et en l'occurrence, je trouve que les deux thèmes que tu as donnés, qui sont dans la pensée de Norbert Elias, sont intéressants, parce qu'en effet, je pense que le fait de se donner des institutions du droit dans l'État, la construction de l'État de droit est un élément structurant de ce processus de civilisation. Et l'autre chose aussi, c'est que le fait qu'on soit dans une société dans laquelle on n'habite pas ensemble, les enfants ne vont plus dans les mêmes écoles, et même là, cette semaine, il y a un rapport qui vient de sortir sur la séparation dans le monde du travail, où les gens ne se rencontrent plus, parce que ceux qui font de la recherche la font là, ceux qui dirigent le font là, ceux qui produisent le font là dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce mélange, même à l'intérieur du monde du travail. Je pense que ça produit de l'écartèlement, de la peur de l'autre. Et dernier point, c'est qu'il y a aussi ce moment dans lequel nous sommes, où chacun a envie d'exister en tant qu'individu, de s'exprimer et de compter. Et je pense que la crise démocratique produit vraiment une espèce de névrose individuelle et collective énorme. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut s'exprimer, on sait qu'on s'exprime et qu'on n'est pas écouté et qu'on n'a pas de prise sur les décisions à tous les niveaux, les entreprises, chez Total, dans l'État, etc., etc. Et que donc, je crois que il y a bien une crise qui a des racines politiques, mais qui n'a pas à voir avec de la décivilisation, mais au contraire avec de l'exigence de davantage de civilisation et de démocratie et de respect des individus et d'individuation d'une certaine manière. Moi, deux petits points. D'abord, un point un peu rigolo, c'est que a priori, ce concept de processus de décivilisation, il l'a emprunté voilà, il a fait un déjeuner avec 4 sociologues, Jean Garrigue. Non, il n'y avait pas Jean Garrigue. Non, pardon, il y avait qui, j'ai plus. Il y avait Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, le gars du Sud là de. Il y avait le mec du CEVIPOF. Non. Mais si, il y avait le mec du CEVIPOF. Non. Ok, bon, je sais pas. En tout cas, il y avait 4, oui. Donc Emmanuel Macron, il a pris. Donc, je vais tout reprendre. J'ai moi deux petits points. Le premier, c'est un point un peu rigolo, c'est que a priori, ce concept de processus de décivilisation, il l'a pris lors d'un dîner ou d'un déjeuner avec 4 sociologues, dont Jérôme Fourquet notamment. Voilà, il a chopé Jean Viard, voilà, et hop, il a chopé le truc à l'emporte-pièce, et puis il l'a balancé genre quelques jours après au Conseil des ministres. Je suis pas certain que le sociologue qui a parlé à ce moment-là de processus de décivilisation imaginait qu'Emmanuel Macron en ferait cette utilisation ensuite. Et ça me fait penser à ce qui s'était passé avec
Emmanuel Todd et Jacques Chirac, quand Emmanuel Todd il avait conceptualisé la fracture sociale, et que Jacques Chirac il avait pris la fracture sociale et hop, il en avait fait un slogan de campagne, il en avait fait le cœur de sa campagne, et je suis pas sûr non plus à ce moment-là que Emmanuel Todd ait été très raccord avec la façon dont Jacques Chirac racontait la fracture sociale, quoi. C'est-à-dire que le rapport en fait entre les concepts forgés par les intellectuels et derrière la récupération par les politiques, c'est un peu la même chose qui s'est passé avec le populisme de gauche et Mouffe. On sait que Chantal Mouffe, elle a élaboré ce concept, elle l'a travaillé, etc. Et très récemment, Chantal Mouffe, dans des conférences, elle a un peu pris ses distances avec la façon dont Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise avaient investi ce concept. C'est-à-dire que voilà, c'est pas une relation toujours très très évidente, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça, c'est quelque chose que moi j'ai vu en allant sur les comptes Twitter, notamment de l'extrême droite, et les articles là sur les sites infâmes de l'extrême droite. Eux, bien sûr, ce qu'ils voient dans civilisation, c'est même pas ce dont on a parlé là, c'est la civilisation française. Et alors eux, processus de décivilisation occidentale, d'origine grecque. Exactement. Qui s'origine dans la Grèce antique. Qui s'origine dans la Grèce antique, en passant par Clovis, machin. Enfin, c'est un peu du grand n'importe quoi d'un point de vue scientifique, mais enfin, c'est leur proposition. Et donc eux, lorsqu'ils entendent parler de décivilisation, ils se disent voilà, c'est le grand remplacement. C'est-à-dire que c'est une lutte d'une civilisation contre d'autres civilisations. Ils le prennent un peu au sens civilisation, au sens d'Huntington. C'est-à-dire il y a des civilisations en fait autour du monde, et puis ces civilisations s'affrontent, et il y en a qui vont gagner et d'autres qui vont perdre et disparaître. Et comme eux, ils ont ce fantasme que genre ils sont dans une civilisation qui va disparaître, tout d'un coup, ça les inquiète. Parce que, en vérité, si je reprends Norbert Elias, le terme de civilisation, et globalement les intellectuels qui ont travaillé ce mot au XXe siècle, le terme de civilisation, il vient de... Bon, il y a plusieurs origines, mais c'est plutôt le être civilisé. Qu'est-ce que ça veut dire être civilisé? Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la cité? Comment est-ce qu'on fait pour... La civilisation, c'est juste comment est-ce qu'on vit ensemble, en fait, sur un territoire qui serait le territoire de la cité. C'est pour ça que ça a un rapport avec la question de la violence. Exactement, aussi. Mais moi, quand je vois des civilisations, tu vois, je vois pas forcément la violence, mais je vois, par exemple, la disparition des services publics, la disparition, en fait, de la possibilité la possibilité matérielle de vivre ensemble. C'est-à-dire que si tu es dans un territoire où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas de poste, où il n'y a pas de transport, où il n'y a pas d'alimentation, machin, je suis désolé, mais oui, là, moi, je me dis, dans ce territoire-là, il y a comme un processus de décivilisation. C'est-à-dire que tout ce sur quoi on avait construit, on avait architecturé le territoire, si on les enlève, en fait, petit à petit, ce qui est en train de se passer dans certains territoires, alors on est en train on inverse, on était dans un processus de civilisation pendant tout le XXe siècle, que là on est en train d'inverser. Voilà. Et ce qui est excessivement problématique, et ce qui peut avoir pour conséquence, bien sûr, la violence. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est la façon de le dire sur lequel il faut faire attention, parce que ça peut conduire assez vite, cette explication, ce cheminement que tu fais là, à dire en gros, dans les banlieues, c'est des barbares. D'ailleurs, je me rappelle de Chevènement qui avait aussi utilisé cette expression, tu vois, les sauvageons, voilà, je me rappelle, quand il avait parlé des sauvageons. Pour moi, tout ça, c'est de même ordre. Et donc, en gros, l'affaissement, par exemple, des services publics, la montée du chômage, de la pauvreté, etc., ça génère des comportements qui seraient malheureusement ceux de sauvageons ou de barbares, etc. Or ça, j'ai pas du tout envie de rentrer dans cette histoire-là parce que d'abord, je pense que c'est pas vrai. Je crois que les gens luttent pour leur dignité et l'égalité, et que le problème... Ils s'organisent. Oui, et qu'ils n'ont pas du tout l'intention de se laisser manger par... Enfin, ils n'ont pas. Si, des fois, ils ont, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'automaticité entre être dans un territoire qui souffre de l'absence de services publics, d'emploi, etc., et être dans un processus de décivilisation. C'est-à-dire que, par contre, ce que je crois, c'est que la civilisation, c'est en effet la reconnaissance, la place donnée à chacun. Et c'est en ce sens que l'État de droit
permet de défendre les libertés publiques et individuelles et installe les institutions qui vont limiter le pouvoir de l'État, qui vont permettre à chacun d'exister. C'est quelque chose qui va permettre profondément un processus qui tend vers l'égalité et l'égalité entre les individus. En ce sens, le service public, c'est très fondamental parce que c'est ce qui permet en effet à chacun d'accéder à une égalité de fait, dans les faits, pas simplement de droit. Donc le recul des services publics est contraire à la quête de civilisation qui est celle de l'égalité. Mais je le raconterai comme ça et pas dans l'autre sens, parce que sans ça, on alimente l'idée que les pauvres et les banlieusards, enfin dans les cités, on a des sauvageons et des barbares. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, en fait, pour moi, le concept de processus de civilisation, je suis pas en train de chercher, en fait, est-ce que Clichy-la-Garenne, Clichy-sous-Bois, Choisy, le 20e arrondissement de Paris ou les quartiers nord de Marseille, tu vois, où est-ce qu'est la décivilisation, tu vois. C'est-à-dire que quand on parle de processus de civilisation, pour moi, je l'entendais plutôt au sens philosophique, tu vois, qui englobe tout. C'est comme cette connerie, en fait, inventée par la droite, de chercher, genre, où a disparu la République en France et de mettre le doigt là, alors là, les territoires perdus de la République, etc. La République, c'est pas, enfin moi je trouve ça complètement con. Et surtout, attends, les territoires perdus de la République et puis les gens perdus de la République, parce que maintenant c'est est-ce que t'es républicain ou t'es pas républicain, tu vois, c'est la question qui est posée en permanence sur à peu près tous les sujets et à peu près tout le monde. Ce qui est complètement con. La République, c'est pas c'est pas t'es dedans ou t'es pas dedans, etc. Enfin, c'est un processus, tu vois. Et pareil, quand je parle de civilisation, de décivilisation, je parle en termes de processus. Je suis pas en train d'aller chercher dans un petit coin, etc. Ce qui est très dangereux, enfin, ce qui est très problématique. Et enfin, moi, c'était pas du tout comme ça que je l'entendais, tu vois. Je disais juste que cette réflexion, cette analyse sur ce recul, enfin le recul je trouve ça intéressant de penser que le processus de civilisation, ça va avec la formation d'état de droit et avec l'interdépendance des groupes sociaux et des individus. Ça, je trouve ça intéressant de le penser dans ce sens-là. Le détricoter dans l'autre sens, je trouve que ça pose plein de problèmes. Oui, parce que du coup, ce que je veux dire, c'est que ça t'emmène à considérer qu'il y a des groupes sociaux qui sont en train de se déciviliser. Mais Norbert Elias, il a jamais dit bon bah voilà, dans tel quartier ou dans telle ville, la civilisation est plus que dans telle autre ville, tu vois. Je dépasse la question de Norbert Elias. Je parle de le fait qu'en ce moment, pourquoi est-ce que ce concept de décivilisation, il est polysémique et pourquoi il peut marcher à l'extrême droite et pourquoi il a un écho à gauche, parce qu'en fait, il raconte quelque chose de ce qui est notre combat de civilisation au sens de combat pour l'égalité qui nous anime profondément. Mais encore une fois, je suis pas certain en fait que le débat qu'on a là, qui à mon sens est intéressant, est celui en fait dont les gens vont s'emparer et dont les politiques vont s'emparer, vu comment c'est parti là dans les derniers jours, quoi. Oh, c'est dramatique. Il y a un problème de comment est-ce que, genre, à la fois les médias, les politiques, etc., récupèrent, en fait, ces sujets qui sont pourtant des sujets très, très importants. Mais on verra, voilà, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, si déjà Emmanuel Macron continue à tricoter, en fait, sur ce concept, hein. Parce que c'est pas sûr, peut-être qu'il a dit ça, il a balancé ça comme ça. Vu ce qu'ils sont en train de faire sur la question de l'immigration, franchement, il y a des inquiétudes à avoir. Ça, on en parlera plus tard. À bientôt. Bon week-end, ciao.